Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Jusqu'à 21h avec les chroniqueurs du soir. Bonsoir Alexandre Malafaille. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Tugdual Denis. Bonsoir Pierre. Directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Et pour parler du conflit en Ukraine et aussi du réarmement, l'ambassadeur de Pologne en France. Bonsoir Jan-Emeryk Rościszewski. Bonsoir. Merci d'être avec nous. 30 dirigeants de pays européens réunis à Londres avec ce jeudi leurs états-majors. L'idée était de discuter d'un plan de maintien de la paix en cas de cessez-le-feu avec la Russie. D'ores et déjà, le Kremlin a critiqué les plans de militarisation de l'Europe. Voilà ce que dit Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Déjà, ce cessez-le-feu entre Poutine et Zelensky accéléré par Trump, comment est-ce que la Pologne le voit ? Donc la Pologne, la seule chose que nous souhaitons, aussi bien les Français, les Polonais et tous les Européens, on souhaite que vraiment cette guerre se termine, mais qu'elle se termine sur la base juste avec la protection de frontières ukrainiennes, que la justice soit rendue au peuple ukrainien, au pays ukrainien. Donc la question est-elle, est-ce que nous pouvons nous imaginer la paix ? Oui, bien évidemment, mais paradoxalement, on peut se poser la question, est-ce qu'un cannibale peut devenir un végétarien ? Donc c'est une image pour Vladimir Poutine ? Ça, c'est l'image, justement, de comportement de la Russie actuelle, parce que pour mieux comprendre ce qui se passe depuis 3 ans, en fait, depuis beaucoup plus longtemps, nous avons un certain, probablement une des dernières guerres de décolonisation, parce que dans la vieille doctrine russe, l'Ukraine, ça fait toujours la partie de l'Empire. Au moment quand l'Ukraine va se séparer de la Russie, selon la doctrine russe, la Russie ne sera plus l'Empire. Donc aujourd'hui, la Russie souhaite garder cet aspect impérial en menant la guerre contre l'Ukraine et essaye de neutraliser ou même liquider l'État ukrainien. Donc on se pose la question, est-ce qu'on peut avoir la paix ? Oui, théoriquement oui, mais pratiquement ce sera extrêmement difficile. Alexandre Malafaille. Oui, la probabilité que l'Ukraine reste une zone grise pendant de nombreuses années, ce qui a commencé en 2014 avec la Crimée, est assez probable. Mais les relations étant ce qu'elles sont aujourd'hui avec la Russie, c'est-à-dire entre l'Union européenne et le Kremlin, inexistantes, comment est-ce que vous pensez qu'on peut se réinviter dans le jeu de la négociation ? Alors on essaye de le faire, on fait beaucoup de choses à l'échelle de l'Union européenne, avec les Anglais et les états-majors, mais ça c'est entre nous. Pour l'instant, on n'est pas à la table. Est-ce qu'on peut arriver à un moment donné à retourner à la table et à participer à la solution de sécurité ? Si, je pose ma question un peu plus loin, si Vladimir Poutine le refuse et qu'il dit si à un moment donné il y a un cessez-le-feu, mais s'il doit y avoir des soldats, c'est pas des soldats européens, c'est des soldats chinois, sud-africains et brésiliens, on fait quoi, monsieur l'ambassadeur ? Non, vous savez, votre question est très, très compliquée, mais on peut dire même complexe, parce que pour l'instant, il n'y a pas de vraie négociation. Pour l'instant, il y a de certains gestes qui sont faits par les États-Unis, de certaines réponses ou demi-réponses faites par les Russes. Les Ukrainiens sont invités, ils ne sont pas invités, donc on ne connaît pas très bien le statut de l'Ukraine et comment cette négociation se déroule. Bon, d'abord, la position de la Pologne est telle que on peut pas décider de la situation de l'avenir d'Ukraine sans parler avec l'Ukraine de façon directe. Donc, c'est l'Ukraine c'est le président ukrainien, c'est le Parlement ukrainien qui peuvent prendre des décisions concernant les territoires, concernant eux-mêmes. C'est pas nous, ni Européens, ni Américains, et surtout, ce ne seront pas des Russes qui vont prendre des décisions concernant le peuple ukrainien. C'est l'Ukraine qui doit décider, et nous, comme les Européens, nous devons faire absolument tout pour soutenir l'Ukraine. Tugdual Denis, une question à l'ambassadeur de Pologne. Écoutez, vraiment avec tout le respect que je vous dois, j'ai l'impression que les Européens vivent en ce moment dans une réalité parallèle. C'est-à-dire qu'on voit le Premier ministre britannique effectivement aujourd'hui parler au nom de plusieurs pays et faire comme si il avait la main sur les événements. Moi, je vois que lundi prochain, il y a une réunion entre des Russes et des Américains en Arabie Saoudite qui est devenue l'épicentre de la diplomatie mondiale. Aujourd'hui, il se passe plus de choses sur le devenir du monde à Riyad
qu'à Bruxelles. On peut le regretter, mais moi je vois juste les choses telles qu'elles sont. Et une réalité parallèle aussi, et vous, monsieur l'ambassadeur, vous êtes très bien placé pour le savoir, puisque on sait très bien que, encore en 2025, aucun pays occidental ne peut continuer à vivre sans la protection des Américains. La Pologne, historiquement, et de manière très concrète, a bénéficié, a entretenu, a, choyé le protectorat américain. Alors, évidemment, aujourd'hui, il y a les contradictions de Donald Trump. Évidemment, il y a cette diplomatie erratique à laquelle on assiste tous, un peu médusés. Mais comment faire fi de cette réalité-là? Donc, c'est pas une correction, mais peut-être j'aimerais bien ajouter une chose que l'Europe, au moins de la Première Guerre mondiale, survit grâce à l'aide américaine. C'est grâce aux Américains, les Européens, les Français, les Britanniques pouvaient gagner la Première Guerre mondiale. La même histoire s'est passée avec la Deuxième Guerre mondiale. La même histoire s'est passée avec la guerre froide. Donc, on peut dire que depuis plus que un siècle, l'Europe est aidée par les Américains. Il faut leur rendre hommage pour cette aide et cette protection. Aujourd'hui, la situation devient beaucoup plus complexe parce que la globalisation, l'ouverture de la Chine et tous les dangers qui se créent dans les régions du Pacifique créent la situation telle que probablement les Américains ne peuvent pas attacher la même attention au continent européen qu'auparavant. C'est pourquoi M. Trump, il nous explique, occupez un tout petit peu plus de vous-même, investissez plus dans l'armement. L'Europe doit devenir indépendante en point de vue de ces forces armées, etc. Donc nous devons donner la réponse parce que nous ne pouvons pas, l'Europe ne peut pas continuer de voyager en fait sans billet à l'éternité. Monsieur l'ambassadeur, quelque part effectivement on peut appeler ça de nos voeux, mais c'est un changement de paradigme tellement puissant que ce qui prendra des années, voire des décennies. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir des acteurs entre guillemets qui font semblant de nier la réalité qui est celle que, encore aujourd'hui, la flotte américaine, l'aviation américaine, les batteries américaines sont incommensurablement plus importantes et nombreuses que celles des Européens. Donc on est un peu des tigres de papier et qu'on roule des mécaniques artificiellement. Vous avez beaucoup de raisons, mais comme disait notre Premier ministre Donald Tusk, il disait la chose suivante: pourquoi 500 millions des Européens demandent 300 millions des Américains de nous défendre contre 140 millions de Russes. Je pense que notre continent, qui, je vous rappelle, il y a 25 ans, avait le même niveau de PIB que les États-Unis, aujourd'hui on se fait doubler, on doit prendre notre responsabilité. Oui, mais monsieur l'ambassadeur, vous oubliez dans cette équation le nombre d'ogives nucléaires et l'armement américain. Tugdual parlait de l'armée américaine. Rien que pour la marine nationale, nous avons un porte-avions en France. On en est très fiers d'ailleurs. Il sert à beaucoup d'opérations de soutien notamment. Mais les Américains en ont 14. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Aujourd'hui, on n'est pas en train de déclencher la guerre contre les États-Unis. Non, mais ça en a tout l'air. Le narratif qu'il y a en ce moment avec toutes ces réunions, une à Londres, une à Bruxelles, au même moment, sur le réarmement de l'Europe. Et alors, une question aussi qui vous incombe directement. Aujourd'hui, les Américains s'en vont. Ils partent de la base de Ramstein en Allemagne. Ils ont quitté la base de Rzeszów en Pologne. Ils n'ont pas du tout quitté la base de Rzeszów. Ils restent tout le temps à Rzeszów. Il n'y a pas pour l'instant. Il y a eu des départs. Il y a eu même des articles dans la presse polonaise comme quoi les Américains partaient de Pologne. Est-ce que aujourd'hui, aujourd'hui, je peux vous dire qu'aucun Américain n'a pas quitté la Pologne à part de changement de troupes qui est tout à fait normal. Mais ça veut dire que vous comptez encore sur eux? Ça veut dire que vous pouvez? La Pologne se dit. Nous sommes aussi bien vous les Français, nous les Polonais. Dans l'OTAN. Nous sommes les alliés
de l'OTAN. Et pour l'instant, personne n'imagine pas et personne ne parle pas de la liquidation de le pacte OTAN. Mais pourquoi est-ce que M. Tusk parle de vouloir avoir l'arme nucléaire? Pourquoi est-ce que tout d'un coup les Allemands se tournent vers les Français en disant finalement le parapluie de la dissuasion nucléaire française nous aiderait bien dans des temps incertains? Non, mais je pense que nous passons à une étape historique différente. Ce que je disais qu'aujourd'hui, les États-Unis doivent se concentrer de plus en plus sur la Chine. Sur la Chine et sur la région asiatique, nous devons prendre beaucoup plus de responsabilités pour nous-mêmes et pour l'Europe. C'est pourquoi l'Europe doit dépenser plus pour faire armement. Nous devons recréer l'industrie d'armement. Nous devons créer beaucoup plus de troupes de l'armée parce que nous devons nous défendre nous-mêmes et nous devons devenir aussi un allié fiable pour les États-Unis. Je sais que c'est un thérapie des chocs. Mais c'est ce qui est en train de se passer. On va même demandé aux Français de contribuer à minima à 500 € pour réarmer la France. Alexandre Malafaille. De ce point de vue-là, votre pays a plutôt tendance à montrer l'exemple. C'est-à-dire que vous avez, depuis un certain nombre d'années, ouvert la voie à la réindustrialisation dans le domaine de l'armement, à la montée en puissance de votre armée. Aujourd'hui, vous êtes à plus de 4%, je crois, du produit intérieur brut consacré à la défense. 4,6. Voilà, ce qui est assez exceptionnel. Nous, on est là où nous, pensions comprises, on est à 2 à 1. Ouais. Voilà, si on enlève les pensions, on est à 1,7. Donc ça montre qu'il y a un chemin pour les Polonais de redevenir une vraie nation puissante sur le plan européen, dans le domaine de la défense. Ça, c'est bien. Moi, je reviens quand même un instant. Si je peux ajouter je vous en prie, une phrase. C'est tout vrai, tout ce que vous dites, mais il faut souligner une chose, qu'à part de dépenses de 4,6% de PIB pour l'armement en Pologne, la Pologne est en train de maintenir la très forte croissance économique qui est presque de 4%. Donc, ça signifie tout simplement d'un côté qu'on peut renforcer sa propre force militaire pour la défense, j'aimerais bien souligner pour la défense, et en même temps, on peut maintenir la croissance économique. Bien joué. Ce qui est très important et très optimistique pour l'Europe. On va pas vous laisser comme ça au milieu du guet, parce qu'on a encore beaucoup de questions à vous poser. Jan-Emerick Rostiszewski, 20h28, vous restez avec nous. Je vous signale que Jacques Vendroux et le service des sports de la rédaction d'Europe 1 vous attend chaque vendredi, 21h, 22h pour le studio des légendes. Et demain, la légende du judo. Teddy Riner, 7 médailles olympiques, dont 2 médailles d'or au JO de Paris 2024. Il sera l'invité de Jacques. Et nous, on se retrouve dans un instant pour parler notamment du réarmement européen. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec l'ambassadeur de Pologne en France, son Excellence Jan-Emerick Rostiszewski. Je suis avec Tugdual Denis de Valeurs Actuelles et Alexandre Malafaille du think tank Sinopia. Je voudrais qu'on écoute le ministre de la Défense aujourd'hui, Sébastien Lecornu, qui est allé inaugurer une usine de poudre. C'est vrai que quand vous interrogez n'importe quel chef d'état-major français aujourd'hui, il dit que dans un combat de haute intensité, on ne tiendrait pas plus de 10 jours. Alors on recommence, on refait tout ce qu'on a décidé de plus faire dans les années 90, quand Francis Fukuyama nous a dit que c'était la fin de l'histoire et qu'il n'y aurait plus jamais de guerre dans le monde. Quand en 1994, l'Ukraine rendait son armement nucléaire à la Russie. Et bien voilà, on refait tout dans l'autre sens. Écoutez Sébastien Lecornu qui dit qu'il n'y aura pas d'effort de guerre, mais de défense. Attention à la sémantique. Déjà, il n'y a pas d'effort de guerre. La France n'est pas en guerre, donc je pense qu'il faut qu'on soit rigoureux. Et donc, il y a un effort de défense. Et donc, effectivement, ici, Orinco, pour ma 3e visite à Bergerac, c'est la démonstration même de plusieurs choses. La remontée en puissance de notre appareil industriel, notamment dans notre capacité à produire plus de charges modulaires pour faire les obus de 155 mm. De la relocalisation de quelque chose qui n'aurait jamais dû être délocalisé de mon point de vue, qu'est la production de poudre. Ce qu'on joue derrière, c'est est-ce que la France reste dans les 3 ou 4 premiers pays dans les 20 ou 30 prochaines années sur le segment armement, ou est-ce qu'au contraire on décroche au moment où de grands pays sont en train de conquérir des parts de marché. Donc là, on joue aussi la survie du modèle français. C'est extrêmement inquiétant ce que dit le ministre de la Défense, Jan-Emerick Rostiszewski. On est considéré comme l'armée tactiquement la première armée d'Europe, parce que on a un équipement que vous autres, par exemple, même si vous avez beaucoup investi jusqu'à présent, n'avez pas, notamment dans la marine. Mais là, quand on entend
d'un côté, les réunions, encore aujourd'hui à Londres, à Bruxelles, les dirigeants qui disent il faut réarmer l'Europe, il faut se mettre tous les ans, il faut refaire l'Europe de la défense qui somnolait et qui finalement n'a jamais été faite. Et puis d'un autre côté, vous avez un ministre de la Défense qui est lucide, qui dit on est en train de faire tout ce qu'on n'aurait jamais dû arrêter. C'est assez inquiétant, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est très bien que M. Le Cornu a dit ça. Je pense que tout il est simplement, lucide. c'est confiant la responsabilité de dirigeants français, de président de la République, de ministre de la Défense. Ils sont conscients de la situation. Ils sont en train de prendre des décisions qu'il faut. Non, mais vous êtes polonais. Vous êtes polonais. Non, écoutez, vous avez attaqué. Hommage à votre président, à votre ministre de la Défense, parce qu'ils font un travail extraordinaire. Vous êtes polonais. Vous avez attaqué en 39 les panzers allemands à cheval. Vous avez ce côté, va en guerre, vous avez ce côté extrêmement, voilà, on va y arriver, on se serre les coudes, on est une armée européenne, on va y arriver. J'entendais Tugdual Denis tout à l'heure qui disait, bon, bah voilà, écoutez, il faut se résoudre à la réalité. Il faut que je fasse un petit commentaire, parce que vous savez, c'était le fake news. La cavalerie polonaise a jamais attaqué à cheval les chars allemands. La cavalerie polonaise s'est battue très très bien, mais jamais attaqué le cheval. C'est le fake news, vous savez, créé par le Malaparte. Ça vous dit quelque chose. Un grand journaliste italien qui a écrit un livre qui s'appelle Caput, dans lequel il racontait ce genre d'histoires qui passaient dans l'île. Mais c'était jamais eu. Donc, elle a attaqué avec des chars. La Pologne avait de très bonnes troupes qui s'est battue très bien. Il faut rappeler qu'en 1939, la Pologne s'est battue pendant un mois contre l'Allemagne et l'Union soviétique à la fois. Bon, mais alors 2025. Voilà. Donc, revenons à 2025. Alexandre Bellafay. J'ai deux questions. Une courte. Oui. Est-ce que vous pensez quand même qu'on aurait dû continuer à parler au plus haut niveau à Vladimir Poutine pour garder le canal de la négociation ouvert entre la France, l'Europe et le Kremlin? Parce que ça, on l'a fermé et aujourd'hui, on en paye le prix. Vous êtes un diplomate, donc vous savez que... Bien évidemment, il faut toujours avoir des canaux de négociation. Il faut les jamais fermer. Ça, c'est le rôle des diplomates. Ça, c'est le rôle de différents services. Parce que il faut se battre pour avoir la paix à la fin. Et vous savez, Monsieur Poutine, bon, il est temporaire. Peut-être après lui, il y a encore quelqu'un qui sera pire que lui. Ça fait 25 ans qu'on dit qu'il est temporaire. Mais vous savez, mais il n'est pas éternel en tout cas. On est d'accord là-dessus. Bah, oui, non, mais ça. Je pense que la guerre aujourd'hui qui est menée nous ne sommes par pas tous. La guerre qui est menée aujourd'hui par l'idée qui est menée par Monsieur Trump, justement qu'il essaye de dissocier la Russie de différentes d'autres puissances asiatiques. Bon, on peut penser tout ce qu'on veut, il essaye de faire ça. D'accord? Il essaye de ce qu'il a certaines analyses, monsieur, vous pouvez dire beaucoup plus, mais il essaye de répéter les mêmes manœuvres bon, pas le même, mais le manœuvre qui était fait par Kissinger et Nixon de dissocier la Chine de la Russie à l'époque. Aujourd'hui, il essaye de dissocier la Russie de la Chine. Est-ce que c'est faisable? Bon, moi je pense que ce sera extrêmement difficile. D'accord? Donc ils vont se rendre compte qu'avec la Russie, quand même, les règles de négociation sont complètement différentes. Et, bon, mais je crois toujours, et la Pologne croit toujours qu'on aura un jour la paix. On souhaite reconstruire l'Ukraine. On souhaite que l'Ukraine devienne une partie de l'Union européenne et de l'OTAN. Il faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est une nation qui se bat depuis 3 ans contre la Russie. C'est la vraie armée européenne. Ce sont des gens qui partagent nos valeurs européennes et c'est les gens qui nous défendent actuellement. Et il faut rendre hommage à l'armée ukrainienne. Et voilà. Et absolument, il faut faire tout pour les aider. Tugdual Denis. Moi, je voudrais revenir sur le cas de Sébastien Lecornu, qui est quand même extrêmement intéressant. Faut lire dans ses déclarations, dans ses interviews, tout le sous-texte qui affleure quand même assez visiblement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît bien son métier, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'il est ministre de la Défense et que il est réserviste. Et en plus, exactement, il est réserviste de la gendarmerie, si je ne m'abuse, colonel de son état. Et il sait très bien que les militaires, les officiers notamment, regardent quand même tout ça avec une certaine gravité. C'est-à-dire que
employer des déclarations bellicistes quand on est dans une tribune de l'Assemblée nationale, c'est pas la même chose que commander une garnison et s'imaginer se déployer au sol en Ukraine. Moi, je note que Sébastien Lecornu, par exemple, martèle, parce que évidemment, ce qu'on retient, c'est le côté, il accompagne la parole présidentielle, il est dans le concert aujourd'hui, j'allais dire mainstream, j'assume un peu l'expression, qui veut que voilà, l'Europe se mobilise et se réarme contre les méchants Russes pour aider les gentils Ukrainiens. Mais en fait, Sébastien Lecornu, il dit aussi, et il martèle, que les États-Unis demeurent un allié. Il martèle, et là on vient de l'entendre à votre antenne, que c'est un effort de défense et que c'est pas un effort de guerre. Que voilà, tout ça c'est des choses sérieuses. Que la Russie géographiquement, ça fait quand même partie de l'Europe d'une certaine manière. Que c'est un grand pays et que demain là tout de suite, personne ne peut et ne doit souhaiter. Donc tout ça c'est le sous-texte de ce que dit Lecornu. Je pense, et que je parle un peu à sa place, mais il y a quand même une partie des choses qu'il dit lui-même, donc ça je prends pas trop de risques. Et pour le reste, je suis assez convaincu. Et puis les échos qu'on a d'officiers qui discutent avec lui vont quand même dans ce sens, que c'est pas parce qu'on veut la paix en Ukraine que il faut vouloir la guerre avec la Russie. Et je suis désolé de simplifier les choses et peut-être de les caricaturer, mais parfois c'est un peu ce qu'on comprend de certains responsables. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur l'ambassadeur de Pologne? Donc, d'abord, j'ai un plaisir de connaître un tout petit peu monsieur Lecornu, qui est un très très bon ministre de la Défense. C'est quelqu'un qui aujourd'hui présente une posture de défenseur de l'Europe. C'est très important. Le message de monsieur Lecornu, comme le message de votre président, ils sont très clairs. Ce sont des gens qui sont absolument conscients de la situation et ils savent très bien comment il faut parler avec les Russes. Et ils savent très bien, parce qu'ils ont une petite expérience quand même, ce qui s'est passé en Afrique avec la position française, ce qui se passe au niveau de tout le attaque hybride qui sont dirigées aujourd'hui par les Russes. Donc vous savez, nous sommes confrontés. Je parle de la Pologne, on est confronté sur la base journalière de ce genre d'attaques hybrides et des attaques directes qui sont notre frontière est de la Pologne et attaquées sur la base journalière. On a 2 divisions de l'infanterie qui protègent aujourd'hui la frontière est de la Pologne. 2 divisions, y compris une division blindée. Donc vous voyez, mais il n'y a pas eu d'attaque sur le sol polonais. Il y a des centaines d'attaques physiques sur la frontière. Et je vous rappelle, sur la frontière. Sur la frontière. Mais sur le sol polonais. Sur le sol européen. Il y a les grilles qui étaient construits sur la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Il y a l'autre grille qui est construit sur la frontière dans les enclaves de Kaliningrad, Königsberg, Królewicz, tout ce que vous voulez. Mais des côtés biélorusses, il y a une action organisée par les services biélorussiens, justement, une invasion des migrants, de gens de Syrie, qui attaquent la frontière. Et je vous rappelle... Ça continue. Absolument. Et je vous rappelle que c'est pas uniquement la frontière polonaise, c'est la frontière de l'Union européenne, c'est la frontière de l'OTAN. Donc, nous sommes tous attaqués. Alexandre Malafaille, une dernière question. Monsieur l'ambassadeur, votre pays préside actuellement l'Union européenne pour 6 mois. Il le fait plutôt avec talent. Vous êtes au cœur de sujets passionnants et compliqués. Il y en a un qui se discute en ce moment à Bruxelles, c'est ces fameux 800 milliards, cette mobilisation de moyens exceptionnels pour refaire un tissu industriel européen dans le domaine de la défense. Comment on les utilise, ces 800 milliards? Je sais que c'est une question courte, mais qui répond sur une longue peut-être. Et surtout, comment on se coordonne entre nous pour pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire ou de saupoudrage, ou 10 fois la même chose et en bout du compte arriver à rien de concret. Utiliser cet argent. Ce qui est déjà arrivé malheureusement par le passé dans plein de plans. Donc, vous savez que, bien évidemment, je ne connais pas tous les détails, mais en tout cas, la Pologne, dès le début, on répète depuis plusieurs années qu'il faut renforcer l'armement en échelle européenne, qu'il faut augmenter notre cotisation pour l'armement. C'est pourquoi la Pologne aujourd'hui a 4,6%. On souhaite que d'autres pays aussi contribuent, au moins qu'ils dépassent, parce qu'il y a des pays, il faut rappeler, il y a des pays qui même cotisent moins que 2% aujourd'hui. Je ne parle pas de la France. La France, c'est un bon élève de l'OTAN. Mais c'est pourquoi il faut créer des instruments. C'est pourquoi notre ministre des Affaires étrangères, M. Radosław Sikorski, il a proposé de créer les banques d'armement.
parce que il nous faut avoir des instruments qui, de façon efficace, pourront absorber les fonds d'un côté et pourront après injecter les fonds dans les différentes branches d'économie, que tout simplement l'Europe devient beaucoup plus fort. Je pense qu'on va pas rentrer trop dans le détail, parce qu'on peut parler des heures et des heures comment on peut faire ça. C'est un travail extrêmement important. Vous savez, on peut faire, je pense que le mapping est déjà fait en tout ce qui concerne quel pays représente quel genre de la discipline d'armement, et on sait plus ou moins qu'est-ce qu'il faut faire et quel genre de start-up, par exemple, il faut développer. C'est très, très important, en tout cas. Merci beaucoup, Jan-Emerick Rosztyszewski, l'ambassadeur de Pologne en France. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1, 20h45. D'autres sujets nous attendent avec Tuc Dual et avec Alexandre, notamment le dossier algérien et le cas de Boualem Sansal. À tout de suite sur Europe 1.